Bonjour à tous, bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec. Merci pour votre présence. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent en web diffusion, plus particulièrement nos nouveaux campus de l'école. Donc, dans la région, on a 3 nouveaux campus, la région de l'Outaouais, Mauricie et Bas-Saint-Laurent. Mon nom, c'est Jean-Benoît Aubé, je suis l'un des directeurs de l'école. Pour ceux qui veulent commenter des éléments de la conférence, on vous invite à utiliser 2 mots-clics. Le premier, c'est E accent aigu, E Québec, donc le mot-clic. Et le deuxième, c'est SMEMTL. Comme ça, on va pouvoir là, retrouver les commentaires. L'école est heureuse d'organiser le niveau régional du défi Ose entreprendre. C'est un concours qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des nouveaux entrepreneurs en leur offrant l'occasion de valider leurs projets, d'élargir leur réseau, mais aussi d'obtenir des bourses. On parle des bourses qui peuvent aller jusqu'à 2 500 $ par catégorie et il y a 7 catégories. Ce qu'il faut retenir, c'est que la date limite pour participer au concours, c'est le 16 mars à 16 h. S'il vous plaît, attendez pas à 16 h pour envoyer vos documents, essayez de la faire avant. Et pour l'inscription, simplement allez sur le site web www.oseentreprendre.québec. Pour ceux qui sont en web diffusion, si vous voulez poser des questions, parce qu'à la fin, il va y avoir des questions, simplement cliquez sur le bouton « Poser une question », puis comme ça, moi, je vais pouvoir les recevoir sur mon iPad. Puis on va faire un échange, là, des questions dans la salle, des questions pour ceux qui nous regardent là, à travers le Québec. Au niveau de notre programmation pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on a beaucoup d'activités, fait que je ne les nommerai pas tous. Simplement, allez sur notre site web equebec.com/SME. Vous allez avoir toute notre programmation là, en ligne. Avant de passer la parole à mon collègue, j'en profite pour remercier nos commanditaires qui, sans eux, on ne pourrait pas tenir des événements comme on le fait durant toute la semaine. Donc, en premier lieu, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, le cabinet d'avocats Novalex et la firme qui permet à l'ensemble du Québec de regarder nos conférences, l'agence Web Diffusion. J'invite Luc Tousignan, qui est notre vice-président développement des affaires, communication et marketing, à venir vous parler de l'école, de la semaine et de présenter notre conférencier. Bonne conférence à tous. Merci. Merci Jean-Benoît. Alors, bienvenue à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Tout d'abord, bref mot sur l'école. L'École des entrepreneurs du Québec, ce n'est pas une école comme les autres. Elle a été pensée pour les entrepreneurs, par des entrepreneurs. Notre mission, je dirais même notre passion depuis 33 ans, faire grandir les talents en affaires par le développement des compétences des entrepreneurs. À l'École des entrepreneurs, on mise sur l'individu avant tout, on croit en vous. Avec ses parcours, ses formations créditées, ateliers thématiques, ses conférences gratuites et son espace de collaboration comme ici, l'école offre un milieu stimulant pour l'apprentissage et pour l'échange des meilleures pratiques en entrepreneuriat. À titre d'exemple, notre parcours succès numérique qui encourage l'intégration des solutions numériques au sein des petites entreprises des secteurs non technologiques. En effet, tel que révélé par un sondage récent commandé par la BDC, le passage au numérique est loin d'être acquis. Seulement 19 % des entreprises canadiennes sont avancées sur le plan numérique. Pourtant, dans un monde où priment la connectivité, l'automatisation et les données, les entreprises doivent adopter les nouvelles technologies pour éviter de se faire devancer. Le parcours succès numérique de l'École des entrepreneurs encourage l'intégration des solutions numériques au sein des petites entreprises de secteurs non technologiques grâce à des conférences, un parcours d'accompagnement, du contenu et de l'accompagnement. Donc, j'en profite également, moi aussi, pour vous mentionner que demain soir, on est très fiers de ça aussi, se tiendra le lancement officiel de notre école en Outaouais, à Gatineau précisément. Merci beaucoup. Suivront ensuite, en début d'année, Mauricie et Bas-Saint-Laurent. Et puis, j'en profite pour souligner la présence de notre directrice régionale du Bas-Saint-Laurent, Véronique Marie-Ève Gosselin. Enchantée. Merci d'être là. Alors, oui, puis en plus, j'en profite parce que je sais qu'à Rimouski, en ce moment, vous êtes très, très nombreux à nous écouter en web diffusion. Donc, on est vraiment très, très heureux de vous avoir aussi virtuellement parmi nous. Donc, la conférence de ce midi s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Célébrer l'entrepreneuriat à l'école, on le fait chaque jour. Cette semaine, nous fêtons donc la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat avec une foule d'activités, dont des conférences avec des leaders inspirants, innovants et engagés. Un moment de réflexion et de partage sur les nouvelles tendances et enjeux de l'entreprise de demain, qui est la thématique de cette semaine.
Pour ouvrir cette semaine, notre conférencier de ce midi va nous parler de comment une raison d'être qui va au-delà de l'argent peut rendre une entreprise irrésistible. Il donnera des exemples concrets d'entrepreneurs qui placent la raison d'être au cœur de leur stratégie et de leurs opérations et qui, ce faisant, en retirent beaucoup de bénéfices. Notre conférencier est un chef d'entreprise chevronné comptant plus de 30 années d'expérience à titre de cadre supérieur. Il a assumé des rôles de direction au sein de McKinsey, Bombardier, Accenture et Aquaterra. Il est maintenant président et chef de la direction de la BDC, la seule banque qui se consacre uniquement à vous, les entrepreneurs. Merci à notre conférencier d'avoir accepté notre invitation et je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Michael Denham. Merci, Jean-Benoît. Alors, pour moi, c'est à BDC, notre vie, notre passion, notre mission, ça passe par les entrepreneurs. Alors, pour moi, c'est un honneur d'être ici avec vous ce matin pour fêter la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et comme Luc disait, mon discours, c'est sur l'importance de la raison d'être, le purpose, comme on dit en anglais. C'est mieux ici pour les caméras. Le purpose, comme on dit en anglais. Et la meilleure façon de l'illustrer, c'est par les exemples des clients. Alors, je veux commencer avec une petite vidéo sur un de nos clients qui s'appelle Alain Ménard. Il dirige une compagnie qui s'appelle Green Beaver, c'est à Hawkesbury, pas loin de, juste de l'autre côté de la frontière. Et après ça, je vais continuer avec mes commentaires. Quand j'ai reçu le coup de fil de ma sœur, ça a tout changé. Qu'est-ce qui a déclenché Green Beaver, en fait? Ça a été l'instinct maternel de Karen, mon épouse. On voulait planifier notre famille et puis tout d'un coup, elle voulait vraiment éradier la maison de tout ce qui était chimique. On a fait le virage vers le biologique. On parle là, de 20 ans passés. Il n'y en avait pas autant dans le temps qu'il y en a aujourd'hui. C'est là que Karen a décidé de commencer à formuler ses propres produits. Puis là, elle nous arrive avec ses propres petits dentifrices. Et j'oublierai jamais les premières versions. Là, ça goûtait le savon, c'était horrible. Mais je voulais quand même l'encourager. Puis je lui disais, travaille sur de la saveur aussi, je pense que c'est important. Pendant cette année-là, tout d'un coup, je reçois un coup de téléphone de ma sœur qui m'annonce malheureusement qu'elle a été diagnostiquée avec un cancer au sein quand même assez avancé. Ça m'a bouleversé. Là, j'ai finalement compris qu'il y a un lien avec tout ce qu'on mange, tout ce qu'on nettoie à la maison, puis tout s'accumule. Ça m'a pris peut-être une semaine et demie que j'ai démissionné. Puis je me suis dit, bye à Karen, on va se lancer là-dedans, puis on verra ce qui arrivera, mais on utilisera ça pour éduquer les gens, pour les informer. Hey, vous savez, il y a quoi de mieux? C'était comme devenu une mission, là. On voulait vraiment sortir puis éduquer les gens. Il n'y avait pas de plan d'affaires. C'était pas comme, bon, OK, on commence cette compagnie-là, on va aller chercher X, Y, Z revenus après la première, deuxième, troisième année. Il n'y en avait pas. Aussi, on travaille de la maison. L'entrepôt était au sol. Les premiers employés ont été mon père et ma mère. On évitait d'embaucher. On essayait de tout faire. À 10 heures, j'étais dans la salle de production en train d'aider à réparer une pompe. Puis à 11 heures, j'étais au téléphone avec un client. À un moment donné, ça devient un peu chaotique. Il n'y a personne vraiment qui est en train de diriger la compagnie, là. C'était stressant. Puis à un moment donné, je me suis fait recruter pour un programme avec la BDC. Ils m'ont sorti de la compagnie. Puis là, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui manque? Je le voyais pas. Là, à un moment donné, ça a cliqué. J'ai dit, ben, ouais, nous sommes une compagnie qui vend des produits directement aux consommateurs. Puis vraiment, on n'avait pas de marketing. Ça a tout changé. Je me suis dit, OK, là, il faut bâtir un département de marketing. En même temps, il faut que je prenne du recul, que je travaille plus sur la compagnie que dans la compagnie. C'est sûr que là, je me disais, ah, pourquoi que j'ai pas fait ça il y a 5 ans passés? Mais il n'est jamais trop tard. Je pense que la meilleure affaire que j'ai faite, c'est que j'ai pas eu peur d'aller consulter, de me bâtir un conseil administratif, de m'entourer, m'encadrer avec des gens compétents. Je me sens confiant, confortable. On dirait que je suis redevenu excité. Alors ça, c'est l'histoire d'Alain. Et j'aime beaucoup parce que c'est une histoire avec la passion et la raison d'être au cœur de son entreprise.
Et comme vous voyez, il est un monsieur très, très sympa. Et c'est une compagnie dirigée par un homme et une femme et ils auront un avenir très, très propitieux. Je suis ici avec mon collègue Craig Ryan, qui est le directeur de chez nous sur l'entrepreneuriat social. Alors après, on aura pas mal de temps pour les questions-réponses et j'espère que Craig va ajouter sa perspective à nos réponses. Alors pour commencer, j'ai une question inhabituelle pour vous. Est-ce que vous savez combien votre corps contient de globules rouges? J'imagine la réponse est non. Des milliers? Des milliards, oui. Mais c'est quelque chose sur lequel on ne réfléchit pas beaucoup, même si les globules rouges sont essentiels pour la vie. S'ils diminuent, on a un problème. S'il n'en reste plus, on meurt. Très, très essentiel pour la vie, mais il n'y a personne qui confond les globules rouges avec la raison d'être de notre existence. Et la raison pour laquelle je partage cette histoire, c'est une analogie que M. John Mackey, qui était le CEO de Whole Foods, a racontée. Et la comparaison, c'est les globules rouges et les profits. Ils se ressemblent. C'est votre business. Si votre business a un problème avec les profits, ça fait mal. Si votre business n'a plus de profit, ça n'existera plus. Mais, et voici l'analogie, il n'y a personne qui devrait confondre le profit avec la raison d'être d'un business. Les profits, bien sûr, sont essentiels, mais la raison d'être, et c'est le message ici, la raison d'être pour une entreprise, c'est la différence que l'entreprise fait dans sa société en général. Ce n'est pas les profits, ce n'est pas les investissements. Et un monsieur qui comprend bien cette histoire, c'est le CEO d'une compagnie qui s'appelle Danone, que tout le monde connaît. Il s'appelle Emmanuel Faber. Et récemment, il a fait un entretien avec le journal The Economist, dans lequel il disait « Nous avons fait une erreur dans l'ADN du capitalisme. Ça, c'est la primauté de l'actionnaire. À Danone, notre mission, ce n'est pas de créer de la valeur pour les actionnaires. Notre mission, c'est de procurer des aliments sains au plus grand nombre de personnes possible dans l'intérêt de tous, les fournisseurs, les consommateurs, les employés et les investisseurs. » Et M. Faber comprend le fait très, très important que les gens veulent investir en, acheter d'eux et travailler pour les compagnies qui ont une raison d'être, qui sont là pour quelque chose de plus important que le profit. Et les entrepreneurs qui comprennent cela, ils se mettent dans une position de rendre leur entreprise irrésistible. Alors, lorsque j'ai reçu l'invitation de vous parler ce matin, je n'ai pas hésité une seconde, parce que pour moi, c'est une occasion excellente de rencontrer les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs qui travaillent fort, qui ont de l'ambition très, très importante, qui sont tournés vers l'avenir, qui sont tournés vers l'extérieur. Et c'est un groupe idéal pour moi de partager ma vision de l'avenir. Et c'est un avenir où la raison d'être va rendre des entreprises irrésistibles. Alors pour vous, c'est peut-être bizarre d'avoir un banquier qui parle de la raison d'être, qui parle de purpose, qui parle de l'irrésistibilité, si c'était bon. Mais pour moi, c'est normal, parce qu'à BDC, nous sommes une compagnie qui est propulsée par notre raison d'être. Nous avons 56 000 clients à travers le pays. Nous faisons des prêts. Nous offrons les services conseils à nos clients. Nous faisons des investissements. Mais la raison pour laquelle on existe, c'est les entrepreneurs et l'aider les entrepreneurs. Alors, et ça fait une grande différence à la performance de BDC. On a 90% de nos employés qui sont engagés. Ils veulent rester, ils ne veulent pas partir, ils veulent continuer le travail chez BDC. Et en plus, on a un niveau de loyauté satisfait et très satisfait de nos clients de 96%. Et la raison qu'on a tout ça, c'est la raison d'être qui attire les employés, qui attire les clients. Et c'est ça qui nous rend spécial. Je suis très, très fier de ça. Et pour vous, je veux faire le point que, surtout pour vous qui êtes en train de démarrer votre entreprise, de commencer à réfléchir sur votre raison d'être, la raison d'être de votre entreprise
est une façon très efficace d'attirer les employés et aussi les clients. Et c'est le moyen le plus efficace pour rendre votre entreprise irrésistible. Je vais commencer par les clients. Les clients, les consommateurs sont en train de délasser par des milliers les compagnies traditionnelles parce que ces compagnies n'ont pas les bonnes réponses aux questions comme d'où vient cette nourriture, pourquoi autant de plastique, quelles sont les normes de travail dans vos usines ou les usines de vos fournisseurs. Mais les compagnies qui sont là avec une raison d'être, ils savent comment répondre à ces questions. Et vous avez vu Alain dans la vidéo qui se positionne d'avoir les réponses très claires aux questions comme ça sur ce qu'il fait et pourquoi. Pour les employés maintenant cherchent plus qu'un job. Ils cherchent plus qu'un chèque, un salaire. Ils veulent travailler dans une entreprise, dans une compagnie qui va faire une différence, qui représente quelque chose de plus important qu'un salaire, qui représente une raison d'être. Et pour moi, pour les investisseurs, lorsqu'on met ces deux choses ensemble, d'un côté, on a les employés qui veulent rester. De l'autre côté, on a les clients qui achètent de nouveau et payent davantage pour ce qu'ils achètent. C'est une formule parfaite pour un investisseur. Take it from me, a banker, une formule parfaite. Les clients qui restent, les employés qui sont engagés, c'est une formule parfaite pour rendre votre entreprise irrésistible. Alors pour moi, je voyage beaucoup à travers le pays. Chaque année, c'est peut-être 100 000 kilomètres par an, un peu partout. Et j'aime beaucoup mes voyages à Québec. Je vais assez souvent à la Mauricie, à l'Outaouais aussi, au Bas-Saint-Laurent, pour rencontrer les entrepreneurs. Et l'esprit de l'entrepreneuriat au Canada et au Québec est très, très fort. Mais pendant mon voyage, je rencontre des douzaines, des centaines de compagnies qui sont cette raison d'être au centre de leur entreprise. Et vous avez vu et rencontré mon collègue Alain. Je vais vous présenter maintenant à deux autres entrepreneurs qui comprennent et qui réussissent à cause du fait qu'il y a la raison d'être au cœur de leurs entreprises. La première, c'est un monsieur qui s'appelle Steve Bouchain. Et pour celles et ceux ici qui aiment la bière, sa compagnie, c'est Bose Brewery. Et c'est difficile d'imaginer une brasserie qui fait quelque chose autre que la bière, mais la raison d'être est le quoi qui définit l'entreprise de Steve. Il est trentaine, très animé, sourire sur le visage, bière à la main souvent. Et ce qu'il a fait, il a établi une brasserie qui a ses raisons d'être au cœur. Il a fait en trois façons. Premièrement, tous les ingrédients, tous les inputs qui sont mis dans son produit sont bio et organiques. Et ça, c'est cool. Deuxième chose qu'il a fait, il offre à tous ses employés les actions dans sa compagnie. Alors, ce sont tous les actionnaires à Bose Brewery. Et troisièmement, il a fait la décision d'embaucher les sans-abri à Ottawa pour livrer la bière à ses clients. Et pour eux, c'était une opportunité unique de recommencer leur vie. Alors, les employés sont très, très loyaux envers Steve et Bose Brewery, et les consommateurs sont également. Et Steve aussi est un entrepreneur très, très fort, très habile. Alors, pour lui, il a aussi réussi à avoir beaucoup de profitabilité dans son entreprise. Alors, pour moi, je le vois comme un entrepreneur avec un nombre de globules rouges très élevé parce que les profits sont élevés, mais en même temps, c'est la raison d'être qui pousse vers l'avenir. Le deuxième entrepreneur, c'est Nathalie Volant, et peut-être ici, il y a quelqu'un ici qui la connaît. Elle est une entrepreneure très, très innovatrice ici à Montréal. Et elle a passé la plupart de sa carrière comme une travailleuse dans le milieu social. Et une fois que son père est tombé malade, elle a dû prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Et ça, c'est une société immobilière commerciale avec 1 500 000 pieds carrés d'immobilier. Et sa compagnie s'appelle Quo Vadis, et je peux prendre des heures pour raconter les histoires, les accomplissements et les projets qu'elle monte pour se recharger et faire une différence à notre communauté. Mais avec le temps qu'on a, je vais choisir une.
Et c'est la rénovation qu'elle a faite à une église en Petite-Bourgogne, en 1861. Et c'est une église très, très belle, très bien située, pas loin de la rue Notre-Dame. Et Nathalie a eu un choix. Elle aurait pu le convertir à une série de condos parce que c'est très beau et c'est très bien placé. Mais au lieu de faire ça, elle a décidé de faire la rénovation pour faire une sorte de carrefour social pour le 21e siècle, dans lequel il y a l'espace commun pour les entrepreneurs sociaux. Et ça fait énormément de différence pour eux et aussi pour le quartier et pour toute la ville. Alors, Nathalie, elle fait plus que l'immobilier. Steve, il fait plus que juste la bière. Et Alain fait plus que juste les produits. Et comme Alain dit, si vous faites ça juste pour faire une pièce, vous allez trouver le temps un peu long, dit-il. Il faut que ce soit quelque chose qui vous passionne. Alors, pour finir, j'aurais pu parler de plusieurs sujets. Le financement, la technologie, l'économie, la croissance. Mais j'ai choisi de parler de la raison d'être pour deux raisons. D'abord, ça a un potentiel énorme comme base de réussite pour votre entreprise, au niveau des clients, au niveau de l'employé, au niveau aussi des investisseurs. Et deuxièmement, comme vous êtes au début de bâtir vos entreprises, c'est le meilleur moment de penser à votre vision, à la raison d'être de votre entreprise et le bâtir au-dessus. Alors, je vous encourage de faire comme Steve, et faites comme Alain, et faites comme Nathalie, et trouvez une mission qui va au-delà de l'argent. Fixez-vous une raison qui est significative pour tout le monde. Présentez-la dans une façon explicite et intégrez-la dans vos stratégies de communication et aussi dans vos plans d'affaires. Et le résultat va être les consommateurs qui ont confiance, les employés qui veulent rester avec vous et les investisseurs satisfaits. Et avec tout ça, moi, je suis confiant que vous pouvez faire les entreprises qui sont irrésistibles. Alors, merci beaucoup. Donc, on est déjà rendu à la période des questions. Je vais lancer les questions par est-ce qu'il existe une certification ou une reconnaissance quelconque pour les entreprises qui ont une raison d'être qui va au-delà du profit? Oui. Et je peux demander à mon collègue Craig de répondre à cette question? Oui. Il est impliqué à 100% dans ce milieu. Oui. Il existe, vous m'entendez bien? Il existe une certification qui est vouée et qui cible les entrepreneurs que Michael a décrit. Ça s'appelle B Corp, qui veut dire Beneficial Corporation. Et en anglais, le sens de beneficial est beaucoup plus large qu'en français, ce qui veut dire les entrepreneurs qui ont une raison d'être qui est sociétale et qui a la vision large. C'est un mouvement mondial né aux États-Unis, présent au Québec, au Canada. Et nous, à BDC, nous sommes une B Corp et nous faisons la promotion active de cette certification pour faire croître le mouvement entrepreneurial. Excellent, merci. Deuxième question, pour faire un petit peu de pouce avec ce que Luc disait en introduction. Il y a un article qui est paru le 15 octobre 2018, donc c'est très récent, qui avait comme titre « Des PME canadiennes en retard technologique ». Selon vous, j'ai deux questions. Selon vous, c'est quoi qui bloque les entreprises canadiennes à faire le virage technologique? Puis est-ce qu'au Québec, on est en retard par rapport au reste du Canada? Oui. En fait, la deuxième partie de votre question, en fait, le Québec est très avancé par rapport aux autres régions du pays. Et c'est peut-être la réflexion de l'ambition des entrepreneurs ici au Québec. Aussi, le gouvernement québécois a fait beaucoup plus pour aider les entrepreneurs à ce niveau que les autres gouvernements des provinces. Mais pour la première partie de votre question, je crois que la chose ici pour citer, c'est le fait que la technologie maintenant est beaucoup plus, en fait, très accessible pour les petites entreprises par rapport à ce que c'était la situation même il y a 4 ou 5 ans. Alors, la plupart des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs qui pensent à la technologie, pensent aux grands robots, aux systèmes ERP qui sont très chers et le considèrent le domaine des grosses entreprises. Ce n'est plus le cas.
Moi, je vois les robots installés un peu partout, même dans les petites entreprises. Il y a les systèmes ERP qui sont faits sur mesure pour les petites entreprises. Alors, c'est très accessible. Et on vient de publier un rapport et on vient d'offrir une sorte d'assessment en ligne pour les PME dans lequel ils peuvent trouver les informations nécessaires pour définir une sorte d'agenda d'investissement dans la technologie. Mais c'est accessible pour n'importe quelle compagnie, peu importe la taille. Excellent, merci. Puis pour les entreprises qui ne font pas le virage technologique, est-ce qu'il y a des blocages que vous avez remarqués à la BDC? Il y a pas de, ça a un effet énorme sur la performance. Et on a fait dans notre sondage une comparaison des compagnies qui sont qui sont avancées au niveau de leur implémentation de technologie par rapport aux autres. Et la différence, c'est frappant au niveau de vente, au niveau de rentabilité, au niveau de croissance, au niveau de l'innovation de nouveaux produits et services. Alors, l'impact, c'est énorme, mais la seule chose qui représente peut-être un bloc, c'est le manque d'ambition de l'entrepreneur. OK. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Bonjour. Mon nom est Khalifa. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'une entreprise B Corp est également considérée comme entreprise à vocation sociale ou c'est deux éléments complètement différents là? La certification B Corp est ouverte qu'aux organisations commerciales, donc les compagnies à profit et des coops commerciales. Les OBNL peuvent s'en servir comme outil de gestion, mais ils ne peuvent pas se faire certifier. Ouais. Et pour nous, comme Craig disait, nous sommes un B Corp et nous aimons les B Corp parce que cette certification, c'est aussi c'est une corrélation assez parfaite entre B Corp et performance financière. Et les disciplines qu'il faut avoir pour obtenir la certification de B Corp représente la même sorte de discipline qu'il faut avoir pour monter une bonne entreprise, une entreprise qui performe. Alors pour nous, comme banquiers, on aime beaucoup la certification B Corp. Excellent. Question dans la salle. Est-ce qu'on a un micro sans fil, par hasard? Non? Merci. Je m'appelle Omar, je suis entrepreneur dans la nouvelle technologie. Quel serait le lien ou la différence entre le B Corp et ce qu'on appelait la responsabilité sociale des entreprises? Est-ce qu'une entreprise qui a des initiatives de responsabilité sociale peut automatiquement demander la certification B Corp ou quel est le lien entre les deux? Merci. À mon avis, le mouvement responsable est le mouvement du passé et le mouvement B Corp est le mouvement de l'avenir. La différence entre les deux, c'est l'ambition et la nuance entre « fais pas de mal » avec ta compagnie, là. Faites-moi preuve que tu as réduit tes émissions de gaz à effet de serre. Faites-moi preuve que tu n'as pas tué ce canal-là. Faites-moi preuve que tu traites bien tes employés versus créer du bien. Donc, moi, je m'appelle Steve Beauchesne et je vais faire beaucoup plus que ça. Donc, le premier, c'est un mouvement de consultants. Le deuxième, le mouvement B Corp, c'est un mouvement d'entrepreneurs. C'est ça la différence. Merci. Une personne qui a une question? Bonjour. En fait, ma question, c'est justement avec tout le mouvement vers la façon de faire l'émission de réduction des gaz à effet de serre, etc. Je voulais voir de votre expérience au niveau des mouvements dans les petites et moyennes entreprises au Canada, au Québec. Premièrement, comment Québec se positionne versus les autres provinces au niveau des efforts qui sont mis dedans et aussi quels moyens, quels outils est-ce que les entreprises utilisent pour pouvoir mesurer, analyser et mettre des stratégies en place pour réduire leurs émissions? À ce que je sache sur la question plus rétrécie d'environnemental, les PME québécoises font aussi bien que les PME ailleurs. Le mouvement des B Corp, donc la certification, a eu une arrivée tardive ici au Québec par rapport à l'Ontario, par exemple. Mais nous voyons les gens qui sont ce qu'on appelle maintenant B Corpish un peu partout. B Corpish veut dire
qu'ils agissent comme ça, ils gèrent la compagnie comme ça, mais ils n'ont pas encore entendu parler de la certification. À mon avis, le Québec fait bonne figure. Excellent. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des outils en place? Je vais juste répéter la question pour nos personnes en web diffusion. L'outil qu'ils aiment, c'est l'évaluation de rendement B Corp même, qui est en ligne, gratuit et disponible à tout le monde, et qui existe en deux versions, la version complète et la version courte, une distillation, si tu veux. Donc, vous pouvez le trouver à travers notre site, bdc.ca, ou vous googlez simplement B Corp. Je vais aller avec une question en ligne. Est-ce qu'une raison d'être d'entreprise très forte diminue le risque du projet d'affaires et augmente l'intérêt d'une institution financière à financer une partie de l'entreprise? Oui. Non, moi, je crois que oui, parce que c'est avec la raison d'être, comme je disais, ça attire les clients, ça engage les employés et ce sont les deux éléments les plus importants pour la performance d'une entreprise. Alors, c'est pour ça que nous, à BDC, les autres investisseurs ont beaucoup d'intérêt dans les compagnies qui ont cette raison d'être en plein centre. Okay. Donc, au niveau des ressources humaines, quand les ressources humaines suivent les employés, donc ça fait une entreprise plus forte. Oui, parce que sinon, on cherche, si on n'a pas cette raison d'être, on cherche toujours les employés. On est toujours en train de recevoir les CV, on est toujours en train de dire au revoir aux bons employés avec la formation, la distraction. Alors, si on a les meilleurs employés, les meilleurs employés qui soient, qui restent, qui travaillent, qui aiment ce qu'ils font, ça c'est très bien et très intéressant pour les investisseurs. Excellent. On passe à une autre question dans la salle. Merci. Bonjour, je m'appelle Yassine Yordanov. Je suis mentor d'un entrepreneur qui est votre client et qui produit des légumes dans des conteneurs. Donc, vous êtes un de ses financeurs. Et maintenant, 2 ans après le financement et le démarrage de l'entreprise, ils cherchent de la croissance. Ils sont constitués comme une entreprise sociale avec la participation de tous les gens qui travaillent comme actionnaires, etc., etc. Mais maintenant, ils sont face à des financeurs, face à la croissance, donc ils cherchent des financements et qui ne s'intéressent pas de leur vocation sociale. Quel est le bon équilibre entre la raison d'être et la profitabilité qu'on va faire pour aller chercher de l'argent pour être banquier? Commencez. Il y en a des financiers qui ne s'y intéressent pas. Il y en a qui s'en foutent. Mais il y en a d'autres qui voient le bénéfice. Et c'est intéressant. C'est très... le terme français m'échappe. Peut-être Jean-Benoît pourrait m'aider. Humbling. C'est très... ouais, ça rend modeste. Rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, ça rend modeste. Et rencontrer des entrepreneurs B Corp à travers le Canada nous a appris que la prémisse de votre question, l'équilibre entre profitabilité et valeur plus large créée, c'est faux. C'est invalide comme prémisse de départ et ce n'est pas juste faisable, c'est grâce à la vocation sociale ou plus large qu'ils sont profitables. Donc, peut-être on pourrait en parler peut-être de votre ami, peut-être candidat, aura peut-être besoin de conseils avant l'argent, mais on s'en parlerait par la suite. Merci. Une question en ligne. Bonjour. Comment faire pour garder le focus sur la raison d'être de l'entreprise tout en étant rentable financièrement dans un marché très concurrentiel? Oui, en fait, je vais donner un peu la même réponse que je viens de donner. C'est surtout dans un marché concurrentiel où il faut battre pour les employés, il faut battre pour gagner les clients, que cette raison d'être est très importante parce que c'est quelque chose, comme je disais, qui compte plus que le salaire. C'est quelque chose qui sont plus que le prix qu'on charge aux clients. Et c'est une façon importante de se différencier, surtout dans un marché très concurrentiel. Excellent, merci.
Quelqu'un, est-ce que c'est une question? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Marie-Pierre Pagé. Donc, questions et commentaires, en fait. Moi, je suis en démarrage de mon entreprise et en fait, ce qu'on me reproche quand je vais voir des investisseurs, c'est mon B Corp. Oui, effectivement, et on le voit vraiment comme quelque chose de négatif. Ce qu'on me reproche et les investisseurs me disent, en fait, bien, on ne peut pas investir dans une mission, dans une approche à long terme. Donc, je me sens un peu 3-4 coups à l'avance, sachant très bien, en fait, que ça va fonctionner avec les clients qui sont déjà là, avec déjà une trentaine de partenaires dans cette entreprise-là. Mais ça ne suffit pas. On me demande, en fait, de justifier, en fait, en plan d'affaires, en valeur marchande et tout ça, mais pas en B Corp. Donc, là, je suis ébranlée dans mes globules rouges, surtout que je suis nurse practitioner dans la vie, donc clairement ébranlée. Donc, en fait, je sais pas, c'est entre la question et l'interrogation, mais en tout cas, vous me faites du bien ce midi, là, ça, c'est certain. Mais c'est de dire, ben moi, comment... le conseil, en fait, pour continuer à promouvoir ça, parce que c'est ça qui me bloque, là, maintenant. Le reste, tout est bien fait, tout est bien... la base est là, mais le financier ne suit pas. Je vais peut-être dire un petit commentaire. Au niveau du financement, pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs, au niveau du financement, c'est toujours un peu difficile. Fait que vous n'êtes pas la seule là, à vivre des difficultés. C'est un défi d'aller chercher du financement. Oui, c'est toujours difficile. Il y en a des financiers conventionnels qui ne comprennent pas c'est quoi. Mais je vous dis, ce que nous avons appris en faisant croître le mouvement à travers le Canada depuis quelques années maintenant, c'est qu'il n'y a aucune tension entre profitabilité et vocation plus large. En fait, c'est la recette, bien sûr, de la réussite. Vous pouvez aussi citer un gros cas de dernier temps, Danone. Danone, en France, a reçu d'un consortium de banquiers un prêt pour 2,2 milliards, je crois. Et ils jouissent d'un taux préférentiel basé sur le fait qu'ils gèrent bien tous les risques, ce qu'on appelle ESG, environnemental, social et gouvernance. Donc, Danone a un prêt de 2 milliards plus et bénéficie d'un taux d'intérêt préférentiel basé sur la prémisse de sa certification comme B Corp. Tu expliqueras ça à tes amis financiers. Mais est-ce que tu connais des investisseurs qui ont une préférence pour investir dans les compagnies? Peut-être des investisseurs que tu peux recommander par la suite. Il y en a même, c'est à la marge bien sûr, mais il y a même des investisseurs qui vous cherchent si vous êtes B Corp. Et Impact, IMPAK, ici à Montréal même, des fonds assez bien connus comme Renewal Funds basés à Vancouver. Il y a Van City Community Investment Bank, dont le siège est maintenant à Toronto, mais qui cherche au Québec aussi. Si vous voulez une introduction à une de ces institutions, n'hésitez pas à me contacter. Petite question encore qui vient de ceux qui nous écoutent en web diffusion. C'est quoi le grand défi des entreprises de demain? Le grand défi. Bonne chance. Oui. Pour moi, les grands défis pour les entrepreneurs qui visent l'âge et qui ont une ambition de bâtir une compagnie importante, comme je dis en anglais, built to last. Pour eux, le défi, c'est de go global aussi vite que possible. Et le plus tôt qu'on réussit à toucher les clients ou les marchés à l'extérieur du Montréal, du Canada, mieux basé on est pour l'avenir. Alors, ça dépend des ambitions. Alors, pour ce petit segment d'entrepreneurs qui ont cette ambition de réussir sur le marché international très tôt dans l'existence de l'entreprise est très importante.
Excellent. Je vais continuer. Et très difficile. Ouais. Je vais continuer en ligne. Croyez-vous qu'on va avoir plus de femmes entrepreneurs? Puis l'autre question d'après, c'est avez-vous des initiatives en place? Oui, on a beaucoup de. En fait, c'est c'est peut-être la priorité la plus importante pour nous, c'est ça. Parce que pour l'instant, au Canada, je crois que c'est 16% des compagnies sont dirigées par une femme. Pour nous, c'est pas acceptable d'avoir cette manque d'équilibre entre hommes et femmes. Alors, on a décidé il y a une année de mettre plusieurs choses en place pour essayer de changer. Alors, il y a un an, on a annoncé, c'est le plus grand, c'est un fonds de capital de risque qui investit uniquement dans les compagnies qui sont dirigées par une femme. C'est un fonds de 200 millions de dollars. C'est le fonds de ce genre le plus grand au monde, plus grand que n'importe quel fonds aux États-Unis, en Europe, en Asie. Alors, pour le capital de risque, ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Aussi, on a fait un commitment de doubler le volume de prêts qu'on fait aux femmes entrepreneurs pour atteindre un total de 1,4 milliard de dollars en 3 années. Et en même temps, on a mis en marche plusieurs bootcamps, sessions de travail, sessions de formation, d'entraînement, uniquement pour les femmes à travers le pays. Alors, on fait beaucoup de choses à BDC. Il y a d'autres organisations comme la Caisse de dépôt, la Banque nationale, plusieurs d'autres qui sont à peu près la même chose. Alors, j'espère qu'avec tous les acteurs comme nous qui travaillent sur ce sujet, que ça va faire une différence. Et notre gouvernement a fait une target de monter ce 16% à 25% en 5 ou 6 années. Ça, c'est une croissance énorme, mais je suis optimiste qu'on va y arriver. Excellent. Autre question? Justement, par rapport à ça, je suis en fait responsable du Club des mamans entrepreneurs du Québec. Et la question pour faire du pouce là-dessus, c'est de savoir, parce qu'on sait que la notion en fait de risque chez la femme, elle est complètement différente, encore plus en fait chez la maman. Donc, ce qui est la recherche de financement auprès des banques est vraiment leur dernière option. Ouais. Alors, comment est-ce que vous pensez pouvoir les attirer en fait à cela? Parce que les critères déjà au niveau des banques ne correspondent pas réellement à la réalité. Là, je parle des mamans, en fait. Donc, comment est-ce que vous pensez pouvoir les attirer? Oui. On a fait avec notre programme, on a commencé avec de la recherche. Et la première question qu'on veut répondre, c'est que confirmer que nous, à BDC, nous n'étions pas le problème. Alors, on a fait une analyse de la fréquence et taux d'approbation de requêtes pour financement. Et en général, on est plus, le taux d'approbation c'est plus élevé, légèrement plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Le problème, c'est qu'on n'a pas autant de femmes qui nous approchent pour parler de financement. Je crois que les critères sont là, les critères sont flexibles. On a changé certains aspects pour être plus accessibles, mais ça reste le cas qu'il n'y a pas assez de femmes qui nous approchent. Alors, une des objectifs, c'est un exercice de communication et d'éducation pour les atteindre, pour les montrer les bénéfices d'obtenir le financement. Mais c'est toute une série de choses pour changer l'attitude et changer les instincts que les femmes entrepreneurs ont par rapport aux banques. Oui. Mais c'est ce manque de financement, c'est cette réticence d'obtenir les prêts qui reste un impédiment, si je peux dire, à la rapidité de croissance de ces entreprises. Et c'est pour ça qu'on veut le surmonter. Merci. Une autre question dans la salle? Merci, bonjour. En fait, ce n'est pas tant une question qu'un petit coup de pouce sur la conférence, simplement vous dire si vous ne l'avez pas lu, lisez Start With Why de Simon Sinek, qui est en fait va vous aider sur comment rendre votre entreprise irrésistible. Moi, je l'ai lu, fait que c'est juste un conseil d'entrepreneur à entrepreneur. Lisez-le, relisez-le et faites-en votre livre de chevet. Il est excellent pour rendre votre entreprise irrésistible. Fait que c'était juste un complément. Ouais. Excellent, merci. Une autre question dans la salle? Oui.
Bonjour. Bonjour. Je m'appelle David. J'aurais une question. Est-ce que vous aurez des principes de leadership que vous considérez comme particulièrement importants, surtout quand une entreprise est dans ses débuts, pour permettre une gestion efficace d'une équipe qui commence à s'accroître de plus en plus? Oui. Pour moi, c'est, et Craig aura ses idées aussi. Pour moi, les deux aspects qui me comptent énormément, c'est je crois en français, c'est self-awareness. En français, c'est quoi? Oui, OK. Ça, c'est très important. En étant self-aware, on peut communiquer plus efficacement, on peut avoir des relations aussi qui sont un peu plus transparentes. Alors, le self-awareness, c'est très important. Et le deuxième, surtout pour une compagnie qui est au démarrage, parce que ça va être difficile, c'est quasiment certain, c'est d'être un bon motivateur, si je peux dire, dans une façon qui est légitime et authentique et vraie, mais de trouver les façons de motiver les gens qui vous entourent, soit vos employés, soit vos clients, les autres partenaires avec lesquels on travaille. D'autres idées, Craig, avec... Peut-être question. Oui. Une petite chose. Être leader comme entrepreneur, c'est peut-être plus difficile qu'être leader d'une organisation plus grande. Parce qu'au sein d'une organisation grande, tu auras beaucoup de pairs. Tu auras beaucoup plus de monde avec qui tu peux parler de façon candide et franche. Donc, souvent les entrepreneurs sont isolés. Donc, soyez conscients de ça et faites attention à ça. À part ça, ce que j'admire moi, ce que je remarque que marche, c'est l'optimisme et la persévérance. Surtout si ce que vous faites est nouveau, ça prend de l'optimisme. Et il faut être patient. C'est la persévérance et les actes accomplis qui définissent la réussite. Excellent, merci. La BDC a 2200 employés. Comment fait-on pour que les employés intègrent la raison d'être de l'entreprise? Ça, c'est une bonne question, parce que chacun de nos 2200 employés fonctionne avec cette raison d'être pas loin de leur cœur. Et je crois que la raison pour laquelle les employés nous approchent pour nous travailler, c'est parce qu'ils comprennent la raison d'être et l'importance. Et dans tous les processus à l'interne, le performance management, la progression des carrières, les évaluations, tout ça, la raison d'être, la mission de faire ce qui est nécessaire pour soutenir les entrepreneurs est au milieu. Alors, toutes nos orientations à l'interne sont là pour renforcer la raison d'être et la mission de la BDC. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour. Oui, je vais suivre à propos du défi que vous avez dit tout à l'heure. C'est à propos de le défi que pour les gens pour aller à l'international. C'est le défi aller plus vite pour pouvoir réussir. Est-ce que BDC il a une stratégie dans ce sens-là pour effectivement aider dans ce sens-là? Oui, en fait, nous travaillons avec les autres organisations de la famille fédérale, comme le EDC, en français c'est Export Development, EDC, et aussi le service, le TCS, le service de Trade Commissioner Service dans le département d'affaires globales. On travaille comme un trio pour aider les entrepreneurs. Et nous sommes là sur le terrain, on est proche à nos clients entrepreneurs. Alors c'est nous qui typiquement a le premier contact pour identifier des entrepreneurs qui ont ce genre d'aspiration. Alors pour cela de connecter à une opportunité spécifique dans n'importe quel pays, c'est les deux autres organisations qui vous aident. Mais on est là comme un trio de partenaires pour vous aider à avoir l'ambition d'identifier au moins au début les opportunités pour commencer. Je vais rebondir sur la question. Les entrepreneurs qui veulent aller à l'international, est-ce qu'il y a des pièges classiques qu'ils doivent éviter? Oui, la piège classique, en fait, c'est de ne pas être aussi productif ici. Parce que c'est très difficile à réussir au Canada, c'est super difficile à réussir ailleurs, aux États-Unis, en Chine, en Europe. Et si on n'est pas en top form, top of one's game ici, c'est naïf de croire qu'on peut aller ailleurs pour réussir. Alors, il faut être fort, il faut être productif, il faut être innovant.
ici au début, et ensuite on a le droit de considérer d'entrer les autres marchés. Excellent. Est-ce qu'il y a des facteurs culturels qui freinent certains entrepreneurs à aller vers l'étranger? Ce n'est pas les facteurs culturels qui aident. S'il y a un lien historique ou culturel de la famille à un autre pays. Mais pour nous, le problème qu'on a au Canada, c'est que c'est si facile par rapport aux Chine, par rapport en Europe, d'exporter aux États-Unis, que ce n'est pas une surprise que 85-90% de nos exportations vont aux États-Unis parce que c'est si près et ça se ressemble à nous beaucoup. Alors le problème, c'est de projeter trop sur ça et pas d'avoir des autres marchés ailleurs pour être mieux diversifiés. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez un conseil que vous aimeriez donner aux entrepreneurs? Non, le conseil, c'est de continuer. C'est difficile. Il faut être très, très, très résilient, si c'est bon français, pour réussir. Surtout lorsqu'on commence, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Et comme Craig dit, on est tout seul souvent. Alors, c'est très, très difficile. Mais ça vaut la peine. Restez sur le bon chemin. Travaillez fort. Gardez votre optimisme parce que c'est pas facile. Excellent. Peut-être une dernière question dans la salle? Non. Oui? Dans le secteur de la technologie de l'information et du knowledge management, comment trouver une raison d'être, puisqu'on travaille dans des choses pas virtuelles plutôt, qui ne sont pas tangibles? Comment trouver une bonne raison d'être pour un entrepreneur en nouvelles technologies? Oui, mais il y a des façons que Craig aurait des idées aussi, mais raison d'être, ça avec la technologie, ça dépend de ce que vous faites, mais la technologie peut connecter les parties du monde qui ne sont pas connectées. Et comme ça, vous ouvrez vous changez la vie des gens dans l'avenir qui sont connectés. Vous pouvez augmenter de façon considérable la productivité et l'innovation d'une partie de la population. Alors, ça dépend de la technologie, mais il y a plusieurs exemples d'une technologie qui ont des effets très, très importants, qui sont plus importants que le profit qu'ils génèrent parce qu'ils, dans leur façon, ils changent un aspect du monde dans lequel on vit. Un de mes entrepreneurs B Corp préférés, il s'appelle Louis Roy. Il habite Québec. Et sa compagnie Optel est une compagnie technologique avec au moins 1000 employés dans 4 ou 5 pays différents. C'est un B Corp. Et son but, c'est refaire les chaînes d'approvisionnement à travers la planète. Ambitieux, hein? Et il commence à le faire. Donc, Louis Roy, Optel, est un super bel exemple d'un entrepreneur créatif qui a trouvé une raison d'être large et va l'accomplir avec une compagnie de technologie, traçabilité, de produits pharmaceutiques florissante. Merci beaucoup. J'ai un commentaire d'une personne qui se trouve à Outaouais qui va être notre mot de la fin. C'est « Merci, M. Dunham, pour votre générosité directement de notre campus en Outaouais qui se prépare à son lancement officiel demain, le 14 novembre. Michel Fortin, président-directeur général de l'École des entrepreneurs du Québec, qu'on salue. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.